Bonjour à tous, je suis Cyrix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo où aujourd'hui on va s'occuper du Commodore 64. Ça fait un petit moment que vous le voyez traîner dans le bureau et que je vous le montre pour faire des exemples dans les autres reviews. Cette fois-ci, cette review lui est dédiée. C'est mon plus vieil ordinateur que je possède. Malheureusement, il n'est pas fonctionnel, mais on fera peut-être un tour sur un émulateur après pour vous montrer comment ça marche, même si je sais pas bien comment marche cette machine parce que je ne l'ai jamais vu fonctionner. Cet exemplaire, il était à ma mère quand elle était petite, enfin du coup à ma mère et ses deux frères quand elle était petite. Il a passé énormément de temps dans la maison de mon grand-père, à pourrir dans un garage, à passer quelques années, et malheureusement quand je l'ai retrouvé et que je l'ai rebranché, il ne fonctionnait plus. Mais ça vaut quand même le coup de vous le présenter parce que c'est quand même une machine assez intéressante du point de vue de son époque parce que c'est une machine qui a marqué l'histoire. Ce n'est rien de plus que l'ordinateur le plus vendu de tous les temps, avec 120 millions d'exemplaires. Alors vous me direz tout de suite, bah oui mais non, les MacBooks ils s'en est certainement vendus plus, enfin les Raspberry Pi aussi, oui, mais pour le coup, des MacBooks il y en a eu plusieurs modèles différents, des Raspberry Pi aussi. Le Commodore 64, du début de sa production en 1982 jusqu'à la fin de sa production à la fin des années 90, ça a toujours été le même. Il a eu un changement cosmétique avec une nouvelle coque un peu plus moderne. Ça c'est la première version, ce qu'on appelle la version boîte à pain pour des raisons évidentes de forme. Je pourrais pas vous montrer la nouvelle version parce que je la possède pas. Mais du coup, c'est un ordinateur qui n'a jamais changé et qui a traversé les générations, vu qu'il a connu tout un tas de générations. Comme je disais, il est sorti en 1982, donc à cette époque-là, il y avait très peu de machines, il y avait le Apple II, il y avait l'IBM PC, il y avait ce genre de choses. Et il a tenu jusqu'à la fin des années 90, c'est-à-dire où des machines comme le Macintosh classique, qui lui est sorti en 1990, étaient plus d'actualité. C'est un ordinateur qui du coup a énormément joué sur la démocratisation de l'informatique à son époque, notamment parce que c'est un des premiers qui ne se vendait plus en magasin d'électronique spécialisé, mais en grande surface ou en magasin de jouets. C'était presque une console de jeu, et il a eu énormément de succès. Le Commodore 64, comme son nom l'indique, il est conçu par une firme qui s'appelait Commodore, qui est une firme américaine, si je dis pas de bêtises. Et à la base, il succédait à un modèle qui s'appelait le Commodore VIC-20, qui était une machine 8 bits un petit peu plus primitive, qui était déjà un peu le début de ce qu'allait être cette machine-là, qui était motorisée par un processeur qui s'appelait le MOS 6502. Celui-ci, du coup, il a un processeur dérivé du 6502 qui s'appelle le 6581. C'est des processeurs qui étaient très populaires. Le 6502, c'est un des processeurs qui était des plus populaires de la génération 8 bits, tout simplement parce qu'il était peu cher et relativement efficace. C'est le processeur qui équipait le Apple II, c'est le processeur qui équipait la NES, il équipait aussi le Furby dans les années 90. Enfin, c'est un processeur qui a été utilisé à tort et à travers. Et donc c'est un dérivé de ce processeur un peu plus performant qu'on a dans le Commodore 64 qui tourne à un peu moins d'un mégahertz. Donc pour aujourd'hui, ça a énormément vieilli, mais pour l'époque, c'était vraiment pas mal, surtout point de vue du prix. Quand il est sorti aux États-Unis, il valait un petit peu moins de 600 $ et il n'a fait que baisser de prix. 600 $ pour un ordinateur de l'époque, c'est incroyablement peu cher. Pour rappel, les machines les plus onéreuses pouvaient coûter le prix d'une voiture. Donc pour le coup, il était vraiment abordable. Il était très simple à utiliser. On pouvait l'utiliser pour faire du basique, on pouvait l'utiliser avec des logiciels sur disquette, des logiciels sur cassette, des jeux sur cartouche. Enfin, il y avait tout un tas de trucs pour l'utiliser. Et pour le coup, il était vraiment très pratique. C'est une des premières machines à être simple à utiliser pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors, on va vous le montrer un petit peu plus en détail. Il a beaucoup vieilli niveau design, vous voyez la couleur beige. Alors, il a un petit peu jauni, il était un petit peu moins marron à l'origine, mais il est quand même très proche de sa couleur d'origine. Vous voyez le badge qui fait très vintage, j'aime beaucoup avec les couleurs pour montrer que cet ordinateur en était capable. Il était capable de gérer jusqu'à 16 couleurs. Il avait une puce audio qui s'appelait la SID, qui est une puce audio remarquable, une des meilleures de l'ère 8 bits, à tel point qu'elle est toujours utilisée aujourd'hui par beaucoup de musiciens, parce que c'est vraiment un truc qui peut faire, une puce qui peut faire des trucs super agréables au niveau audio. Là, on a la LED d'allumage. Et vous voyez en dessous le clavier. Comme vous voyez, l'ordinateur se présente sous forme d'un gros clavier sous lequel en fait se trouve la carte mère du machin. Carte mère suffisamment peu puissante pour ne pas nécessiter de refroidissement, ce qui fait que l'ordinateur était parfaitement silencieux, sans le moindre ventilateur. Le clavier en lui-même, il y a beaucoup de choses à dire dessus parce que pour le coup, c'est le genre de clavier qu'on n'a vraiment plus l'habitude de voir. Il y a tout un tas de trucs qui n'étaient pas standards. Vous voyez que toutes les touches à peu près ont des fonctions secondaires qui s'activaient en appuyant sur Shift ou Commodore. Des touches la touche Commodore qui était un peu équivalent à la touche Pomme du clavier Mac ou la touche Windows sur les claviers PC. On a une touche Run qui permettait d'exécuter le programme. On a Control qui est ici, on sait pas trop pourquoi parce qu'il n'y a pas de tabulation. Là, on a une backspace, mais je suis même pas sûr que ce soit une backspace.
Ici, donc, on a des touches. Vous voyez qu'en bas, on peut choisir des couleurs. On peut choisir black, white, red, cyan, purple, green. Donc, toutes les couleurs que gérait le Commodore 64. RVS, je sais même pas ce que c'est. Il y a tout un tas de bugs graphiques différents. Vous voyez que c'est un clavier QWERTY. C'est une machine qui est tellement vieille qu'à l'époque, il n'y avait pas d'AZERTY disponible. Faut dire que c'est une machine qui est très américaine. Sur le marché européen, bon, elle s'est vendue puisque celui-là, il vient d'Europe. Mais pour le coup, les machines européennes, c'était surtout les TO7 et les Sinclair ZX. ZX81, ZX80, enfin ce genre de choses. ZX Spectrum aussi. Même si le succès du Commodore a quand même traversé l'Atlantique. Il y a les touches de fonction ici, il y a 8 touches de fonction et en fait une touche de fonction fait 2 touches à la fois. Vous avez F1, F2, F3, F4, F5, F6 et F7, F8, c'est assez rigolo. La touche retourne qui est là, une touche restore, je sais pas à quoi elle sert. Cette touche là je sais pas à quoi elle sert non plus. Touche clear qui permet d'effacer l'écran, une touche d'insertion, suppression puisqu'on n'avait pas de backspace à l'époque. Et on a les flèches qui sont inutilisables puisqu'il y en a une qui fait à la fois au bas et l'autre qui fait gauche-droite avec Shift une nouvelle fois. Sinon, globalement, le layout en lui-même est assez similaire. Un truc qui était très commun aux ordinateurs des années 80 et que lui a, c'est la barre d'espace qui est toute seule. Ça se faisait vraiment sur les machines de l'époque, ce qui ne se fait plus sur les claviers un peu plus modernes. Vous voyez que la barre d'espace est toujours sur une ligne avec d'autres touches avec. Et donc voilà. Sinon, concernant les autres parties de la machine, si on va de ce côté... Ici, vous avez les 2 control ports. C'était les ports qui permettaient de brancher des joysticks. Vous pouvez brancher jusqu'à 2 joysticks au Commodore. C'était des joysticks type Atari, donc avec une manette qui pouvait aller dans 8 directions et un bouton. Et il avait également son bouton d'allumage. Son bouton d'allumage qui est comme le Macintosh classique, un interrupteur brutal qui met le courant et coupe le courant. Le Commodore 64... n'avait pas vraiment de système d'exploitation à proprement parler. Quand on le démarrait, il démarrait directement sur le prompt basique, ce qui fait qu'en soi, à moins qu'on ait oublié de sauvegarder des trucs et tout, on pouvait le redémarrer brutalement sans que ça pose problème. Et en général, quand on voulait changer de programme, c'est ce qu'on faisait, on l'éteignait, on changeait le programme et on le rallumait. Alors, et à côté, on a le connecteur d'alimentation. C'est ce qu'on appelle un connecteur DIN, c'est un connecteur propriétaire qui était rond. Pour le coup, il y a beaucoup de connecteurs DIN sur le Commodore 64, c'était assez populaire à l'époque. Hop. On va regarder la machine de dos. De dos, il y a plein de trucs. Vous voyez ici qu'il y a le port cartouche. Ça permettait d'insérer des cartouches de jeu exactement comme une NES. Et quand on a inséré la cartouche, au lieu de démarrer sur basique, le Commodore démarrait directement sur la cartouche. C'est plutôt pratique. Ça a sans doute aidé à sa démocratisation parce que c'était un ordinateur qui pouvait fonctionner exactement comme une console de jeu si on voulait. Là, ce truc-là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être cassé. Ça a l'air d'être un anti-vol, mais je suis pas sûr. Ici... ce port marron, c'est le port pour la télévision analogique. Globalement, il fallait le brancher à un démodulateur qui permettait, une fois qu'on l'avait branché à la télé sur l'entrée d'antenne, en mettant la télécommande sur 36, d'accéder au Commodore. Donc vous pouvez le brancher sur n'importe quelle télé qui reçoit l'antenne hertzienne. Et à côté, on avait 2 autres ports. Alors il y en a un qui permet de brancher le lecteur disquette ou un magnétophone, c'est-à-dire un lecteur cassette. Et il y en a un autre qui permettait de le brancher en RCA, c'est-à-dire en composite, rouge, blanc, jaune, donc le port télé plus conventionnel aujourd'hui. Et on a 2 ports d'extension sur le côté qui, je sais pas exactement ce qu'ils permettent de faire, mais ils permettent certainement de rajouter tout un tas d'accessoires. Sauf faire de ma part, c'est assimilable à des ports série. C'était une machine qui était du coup très modulaire et très permissive, surtout au prix où elle était vendue. Hop. Il y a un certain nombre de trucs sympas aussi sur la finition. J'adore par exemple la touche Caps Lock qui est mécanique. À l'époque ça se faisait beaucoup. Vous voyez qu'il n'y a pas de LED sur la touche, mais si j'appuie dessus, elle reste enfoncée. C'est ultra satisfaisant. Le Macintosh classique a ça aussi, ça se faisait beaucoup plus à l'époque. J'adorais ce genre de touche. Il faut dire que ça vient d'une époque où l'industrie informatique était beaucoup moins mécanisée et donc il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à la main et on pouvait finaliser beaucoup plus de trucs. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile et moins cher de concevoir une touche Caps Lock à LED. Le clavier d'ailleurs en lui-même c'est un espèce d'hybride mécanique membrane. C'est-à-dire en soi il y a des ressorts et un cliquetis comme un clavier mécanique mais c'est une membrane qui fait contact malgré tout. Donc il y a un ressenti qui est assez sympa, ça a l'air assez bulky, en même temps c'est un peu spongieux. Après il est peut-être plus tout neuf, donc je pourrais pas vous dire exactement à quel point c'est fiable. Il est pas très bruyant, il est très discret je trouve. Les touches sont toutes petites par contre, ça fait un peu bizarre, et elles sont très hautes sur pattes. On n'a vraiment plus l'habitude d'avoir des touches de ce genre. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Eh ben je vais vous montrer son lecteur disquette. Alors on va essayer de le pousser un petit peu, on va le mettre ailleurs. Voilà. Et voilà le lecteur disquette du Commodore 64.
c'est le lecteur disquette 1541. Ils avaient toujours des numéros comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est un lecteur de disquette 5 pouces 1 quart. 5 pouces 1 quart, c'était des grosses disquettes souples en espèce de plastique flexible. Alors j'en ai pas là malheureusement, je pourrais pas vous le montrer. On l'insérait comme ça évidemment et puis on verrouillait comme ceci. On avait deux LED, on avait une LED d'alimentation et une LED d'activité disque quand la tête de lecture bougeait. Globalement, ce lecteur disquette, il est énorme. Vous le voyez à côté du Macintosh classique. Pour le comparer, par exemple, si je prends mon lecteur disquette USB, c'est-à-dire comparé à un petit lecteur disquette standard, vous voyez qu'il est gigantesque. Et c'est pas la cause de la taille des disquettes, parce que les disquettes étaient proches du carré. Donc pour le coup, c'est vraiment gigantesque. Il fait littéralement la taille du Commodore. Si on le pose dessus, vous voyez, c'est quasiment la même taille. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, le Commodore 64 n'était pas assez puissant pour gérer la disquette et BASIC en même temps. Parce qu'il fallait gérer la tête de lecture et tout. Ça demandait trop de puissance. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le lecteur disquette ? Ils ont mis un autre Commodore 64. Il y a littéralement un ordinateur dans l'ordinateur. Ce qui est très très drôle parce que quand votre Commodore 64 avait un problème au niveau de ses puces, vous pouvez y prendre des puces du lecteur disquette et les mettre dans le Commodore pour le réparer. C'est assez ironique. Mais du coup, ça voulait dire aussi que le lecteur disquette était littéralement plus cher que le Commodore lui-même. C'est pour ça qu'en général, c'était assez rare d'avoir un Commodore 64 et un lecteur disquette. La plupart du temps, on utilisait un lecteur cassette. Ça faisait à peu près le même stockage. Par contre, à chaque fois qu'on voulait lire ou écrire sur une disquette, il fallait intégralement dérouler la cassette et ça prenait des plombes parce que vous savez, une cassette audio, c'est relativement long. Donc c'était très très long. Le lecteur disquette avait l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Donc du coup, à l'arrière, on a différentes prises pour le relier au Commodore. On a là aussi un interrupteur brutal. Et on a un accès au fusible. Il faut un tournevis, mais donc, si jamais il y avait un court-circuit sur le lecteur ou quoi que ce soit, il y avait un fusible à remplacer. Ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, on voit à quel point c'est vieux. Et voilà globalement tout ce que je peux vous présenter du Commodore 64 aujourd'hui. Alors je vais très certainement faire une seconde partie à la vidéo où je vais vous montrer un jeu sur émulateur pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'était capable de faire. Mais pour le coup, c'est tout pour cette présentation. Allez, à tout de suite. Et du coup, nous voilà sur l'émulateur. Alors, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai énormément galéré sur le premier essai, mais ça devrait le faire. Nous voilà du coup sur l'écran d'accueil du Commodore 64. Quand on lançait la machine, ça ressemblait à ça. Il nous informait du coup qu'on était sur BASIC, qu'on avait 64 kg de RAM, donc c'est Commodore 64, et qu'on en avait à peu près un peu plus de la moitié pour BASIC, comme vous lisez ici. Et à partir de là, on pouvait lancer des commandes BASIC, on pouvait faire tout un tas de choses, mais nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lancer une commande bien précise, hop, voilà, et je vais en profiter pour modifier légèrement le scrolling, parce que ça m'a foutu mon cadrage en l'air. Mais donc, pendant ce temps-là, vous voyez qu'il est en train de... On a fait une commande loi de étoile 8.1. Étoile, ça veut dire qu'on charge strictement tout. On veut charger tout le contenu du lecteur disquette. Et justement, le lecteur disquette, il est toujours sur l'ID 8 et 1. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors, on va faire un petit peu de manipulation OBS. Recadrage en live. Voilà. Hop. Ok. Alors, voilà. Hop. Pendant ce temps-là, vous voyez que l'écran de Lemmings s'est lancé. Parce que oui, on va jouer à Lemmings, je vous l'ai pas dit. C'est tout simplement parce que c'est un jeu que je connais bien. Et donc du coup, c'est plus facile pour moi de jouer à un jeu qui ne me dépélisse pas trop. Il affiche tous les mots de passe. Ça, c'est l'écran de crack. Les jeux Commodore 64 essaient souvent craquer pour pouvoir faire fi de la protection. Et du coup, c'est ce qu'on a. C'était les débuts des Juarez. Souvent, il y avait des écrans sympas. Alors... Du coup, on a eu tous les codes qui se sont affichés. On peut avoir des cheats. Souvent, il y avait des petits cheats. Là, on pouvait désactiver le chronomètre. Moi, pour le coup, je m'en fous. Allez, on est parti. Alors. Lemmings pour Commodore 64. Du coup, c'est un jeu qui, je trouve, montre assez bien les capacités de la machine. On est en résolution 320 par 200. Donc, c'est une résolution 2 fois moins grande que le Macintosh classique. Mais c'est à peu près équivalent à la NES. On a un mode 16 couleurs. Donc on est vraiment pas mal. Vous voyez que c'est assez joli. Moi je trouve que franchement ça n'a rien à envier au reste. Vous voyez en bas le voyant de l'émulateur qui affiche l'activité du lecteur disquette. Vous voyez les deux LED du lecteur disquette, donc la LED d'alimentation verte et la LED d'activité en rouge. Et le nombre à côté, je suppose que c'est la vitesse du lecteur. Je suis pas certain. Ou alors c'est le secteur lu, je sais pas, je connais pas bien. En tout cas on s'en sort. Fallait être patient, hein, parce que je disais que le lecteur disquette c'était rapide, mais c'était quand même pas non plus une fusée. Hein, c'était beaucoup plus rapide que la cassette audio, mais c'était pas non plus
Vous avez déjà vu qu'il fallait être patient sur les disquettes 3 pouces et demi du Macintosh classique, les disquettes dures, là, celles qu'on a l'habitude de voir, mais les disquettes 5 pouces 1 quart étaient encore plus lentes. Également, un truc que j'ai pas bien spécifié dans ma review, le Commodore 64 que vous avez vu, du coup, c'est la version la plus connue du Commodore 64, c'est ce qu'on appelle la boîte à pain. C'est la première version. Au milieu des années 80, fin des années 90, il y a eu une légère refonte cosmétique avec une version un peu plus beige et anguleuse qui invoque un peu l'Atari ST. C'était juste un changement cosmétique, le hardware de la machine était exactement le même. Du coup, on va jouer. Alors, on peut regarder l'intro, mais franchement, l'intro vaut pas forcément le coup. Par contre, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Mince. On revient sur le menu, je rectifie l'erreur. A tout de suite. Nous voilà sur le menu. J'avais simplement oublié d'activer la musique. Hop. Et ça aurait été dommage pour le coup, parce que une des parties intéressantes du Commodore 64, comme je vous disais, c'était sa puce audio. Et pour le coup, ça aurait été triste de ne pas en profiter. Du coup, on est parti. Alors, on change de disquette. On doit passer sur la première disquette phase B. Hop, voilà. J'ai galéré à retrouver le bouton pour pouvoir valider. C'est le bouton Fire du joystick. Et sur l'émulateur, du coup, il est mappé sur Control. Parce qu'évidemment, Control... Alors, il y a une touche Control sur le Commodore, mais du coup, c'est pas la même. Enfin, voilà, c'est compliqué. Du coup, on charge la disquette. C'est un peu long. Fallait être patient. Et on est arrivé sur le premier niveau. C'est parti. Alors, vous voyez que c'est le même niveau que la première version Mac, hein, pour le coup. Alors... avec la même musique, le cancan. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus primitif, on est en 8 bits. On est à peu près équivalent à la version NES en termes de graphisme. Hop. Même si, pour le coup, il y a beaucoup plus de lemmings à l'écran que la version NES. La version NES pouvait gérer à 14 à 13 lemmings. Celle-ci, elle peut en gérer jusqu'à 30. Donc, pour le coup, c'est un peu optimisé. Vous voyez que la zone est toute petite. Le Commodore essaye justement d'optimiser son espace. Donc, on a une zone de rendu très petite parce qu'on a un tout petit processeur. Mais pour le coup, c'est vraiment, je pense, la meilleure version 8 bits de ce jeu. De très loin, il y a une très très bonne bande son, les graphismes sont pas si moches, alors clairement ça fait pas le figure face à la version Mac et ses graphismes en haute définition, mais pour le coup c'est vraiment pas mal. Si vous aviez pas les moyens de vous acheter un Amiga, c'est déjà très sympa. D'ailleurs, quand je dis Amiga, c'était également Commodore. C'était la machine 16-32 bits de Commodore, qui est sortie donc bien après le Commodore 64, dans les années 90. Mais il faut savoir que justement, même si l'Amiga avait à peu près les mêmes revendications que le Commodore 64, à savoir être pas cher et accessible, le Commodore 64 est resté contemporain de l'Amiga comme étant une machine entrée de gamme. Et l'Amiga, lui, c'était un petit peu une machine un peu plus puissante, qui était du niveau du Macintosh, de l'Atari ST ou ce genre de choses, mais qui était très accessible. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens en ont eu et que ça a été un franc succès. C'est les deux grands succès de Commodore, c'est-à-dire le Commodore 64 et l'Amiga. Entre les deux, il y a eu le Commodore 128, qui était une espèce d'évolution du Commodore 64, mais toujours en 8 bits. Mais qui n'a pas si bien marché que ça, parce que justement, à ce moment-là, on commençait vraiment à quitter l'ère 8 bits, pour passer vers l'ère 16-32 bits. Donc du coup, ça valait pas forcément le coup de prendre un Commodore 128. Hop. Alors. Cette musique est pour le coup inédite, elle reprend pas une des musiques de la version Amiga / Macintosh / tous les autres versions. Non, elle est très sympa. Vous entendez la puce SID. Alors clairement, c'est pas les musiques qui tirent le plus parti de la puce SID, on peut faire des trucs de malade. Vous avez certainement déjà entendu l'audio SID, parce que si vous écoutez Chiptunes, énormément d'artistes chiptunes utilisent la SID. Mais pour le coup, je trouve que les musiques de Lemmings sur Commodore sont vachement sympas. Comparé à celle de la NES notamment, il y a une différence de qualité qui est incroyable. La NES était capable de faire des trucs de fou aussi niveau audio, mais pour le coup, la NES déjà est sortie un peu après, elle est sortie en 83, le Commodore est sorti un an avant, et pour le coup, le Commodore était capable de faire des effets que la NES ne pouvait même pas envisager, notamment au niveau de la modulation. Vous voyez que ça lag pas trop, hein. On a eu le nombre maximal de lemmings à l'écran et ça tourne bien. Ça va, pas grand chose.
Quand on scroll, c'est un peu compliqué, on sent que la machine a du mal, mais franchement, pour une machine 8 bits, ça va. Hein. Clairement, c'est fluide, ça tourne bien. C'est vraiment pas un jeu qui est prévu pour des machines de ce genre, les Lemmings, et ça tourne super bien. Alors, on enclenche la bombe. Voilà. Bon, par contre, ça va pas être de la grande pyrotechnie, hein, mais c'est joli quand même. Voilà. C'est propre. Vous voyez que le chrono tourne bien. On n'a pas de composant d'horloge dans le Commodore 64, mais pour le coup, l'horloge processeur tourne très bien, elle ralentit pas. C'est vraiment bien géré. On va faire jusqu'au niveau de la lave pour vous montrer un petit peu l'aspect des mondes et un petit peu les musiques. Alors, ce serait bien de monter un peu le rythme de sortie des Lemmings. Mais d'abord, je vais d'abord faire creuser celui-là. Ok, voilà, vas-y, creuse mon ami. Je t'ai demandé de creuser. Ah, mais je suis pas sur le bon power-up. Ça va nettement moins bien marcher. Voilà. Je galère un petit peu hein, avec les touches. J'ai vraiment pas l'habitude de cette version. Alors, la touche plus, elle est où la touche plus? Sur le Commodore, elle est là. Voilà, on met à fond. Et on remet sur le power-up de base. Voilà, tout le monde peut grimper, ça y est. Bon, alors eux, ils vont grimper de l'autre côté, hein, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a de l'eau. C'est assez sympa de voir qu'il y a de l'eau. La NES, jamais elle gère l'eau. Donc il y a quand même pas mal de features cool. On a vraiment le jeu sous son aspect complet. Vous voyez des petites lignes qui clignotent. Ça, je pense que c'est des bugs d'émulation. Je les ai pas vus sur la version Commodore originelle. Je pense que l'émulateur a un petit peu de mal. Ça s'émule relativement bien le Commodore 64, mais là c'est un émulateur online en HTML5, c'est pas forcément les émulateurs les plus fiables. Hop. Et ben voilà. Il n'y a pas d'avance rapide évidemment, hein, parce que vous voyez déjà que la machine elle est à genoux, mais ça va quand même assez vite, hein, c'est pas non plus... Clairement il y a pire. Alors, on va sélectionner... Là on arrive sur le niveau du cristal. On patiente avec le lecteur disquette. Voilà. Alors, c'est ce bouton-là. Voilà, on est. Et merde. Allez, voilà. Timing à avoir. Hop. À nouveau, je crois que c'est une musique inédite, celle-là. Oh là là, j'y arrive pas. Ça y est. Vous voyez que bon... C'est quand même assez joli, hein. Clairement, bon, c'est des graphismes 8 bits, mais ça va, on profite bien des couleurs quand même. C'est très terne. Le Commodore 64 avait bizarrement souvent des couleurs assez ternes. C'était le cas de la NES aussi, mais un peu moins. Je sais pas trop à quoi c'était dû. Sans doute que ça rendait mieux sur un écran cathodique, je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, le Commodore 64 avait des couleurs assez ternes. C'est assez rigolo. Niveau audio, c'est vraiment joli, je trouve. Et là, du coup, on a 30 Lemmings, on a le nombre maximum. Et vous voyez, ça galère pas trop, hein, on peut scroller et tout, et ça lag pas tant que ça. Ça tourne quand même très bien. La maison est animée et tout, alors que sur NES, le décor est zéro animé. Franchement, c'est pas mal, hein. Cette version est vraiment cool, elle est très bien optimisée, elle fonctionne très bien. Et même le jeu, pour le coup, était vachement sympa sur cette machine. C'est, comme je disais, certainement le meilleur moyen de jouer au Lemmings sur une machine 8 bits. Alors, elle est sortie en milieu... Et pour vous dire à quel point, justement, le Commodore a tenu longtemps, Lemmings, pour rappel, c'est 1991. Le Commodore, il a déjà 9 ans quand Lemmings est sorti. Et la version Commodore, elle n'est pas sortie en 91, je crois. Hein, donc, on est vraiment au milieu des années 90. Et il y a encore des jeux qui sortent pour cette machine. Sinon, vous l'avez peut-être remarqué au mouvement de ma souris, enfin pas de ma souris justement, de mon curseur, je joue au joystick, ce jeu se joue au joystick. Comme je disais, je suis pas sûr que le Commodore 64 puisse émuler une souris, enfin puisse prendre en charge une souris, parce que pour le coup il manquait un peu de puissance. Hop. C'est le dernier niveau qu'on va faire du coup. Vous voyez qu'il y a l'animation du lance-flamme et tout, franchement ça va, hein, c'est propre, pour une machine de cette époque c'est propre. Et
niveau audio, pour moi, c'est irréprochable. Franchement, c'est très mignon, c'est très joli, ça rend vachement bien, c'est pas désagréable. Alors que l'audio 8 bits, souvent, ça rend vite de la merde. C'est-à-dire, il y a plein de jeux NES, notamment, qui sont inécoutables. Sur Commodore 64 aussi, hein, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, la plupart des compositeurs du Commodore 64 étaient très bons et la machine pouvait faire vraiment des trucs sympas. Là, ça rame un petit peu parce qu'on a plein de lemmings dans la zone, mais bon, ça va. La maison qui n'est pas censurée comparée à la version Mac, qui a donc son aspect un peu démoniaque. Hop. Et on y est presque. Voilà, du coup c'était Lemmings sur Commodore 64 et c'était du coup le Commodore 64 en lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura plu de découvrir cette machine que j'ai même moi-même pas bien connue. Donc j'ai découvert des trucs moi-même en... J'avais jamais fait tourner de jeux Commodore 64 avant ça. Donc j'ai découvert des trucs aussi en faisant cette vidéo. Je suis très content. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'aller bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut!